Salut à tous et bienvenue dans À l'affiche. Aujourd'hui, on vous donne envie de lire et ce en compagnie d'un auteur fasciné par les faits divers et ce qu'ils disent de notre époque. Régis Geoffrey nous parlera de son dernier livre, La balade de Rikers Island. Et puis il faut sauver les petites librairies indépendantes face aux géants d'Internet. Elles s'organisent pour attirer les lecteurs. Enfin, comme le 9e art revisite notre histoire, la bande dessinée historique bat des records de vente en France. Mais d'abord, je vais retrouver mon invité du jour. Régis Geoffrey, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant qu'on parle de votre livre, une petite question. Est-ce que vous êtes inquiet pour le sort des librairies indépendantes ici en Oui, France? d'ailleurs, je pense, moi j'étais un des premiers en tout cas à en parler il y a 4-5 ans, personne à l'époque voyait le danger. Moi ce que je demandais c'est qu'il y ait un pourcentage, par exemple 5%, qui soit reversé aux librairies indépendantes, aux librairies dites de premier niveau, 5% qui seraient prises sur les téléchargements. Voilà, ça serait une mesure parce que s'il n'y a plus de librairie, il y aura moins de gens qui lisent et il y aura moins aussi de téléchargements parce que c'est quelque chose qui se tient. Bon, alors en tout cas, l'État français, je ne sais pas si ils iront vers votre mesure, mais il a déjà annoncé qu'il viendrait au secours des petites librairies avec un plan de soutien du Centre national du livre doté de 9 millions d'euros. Mais depuis plusieurs années déjà, les librairies indépendantes s'organisent pour parer à la concurrence des géants de vente de livres en ligne. Et ils rivalisent d'imagination avec des conseils personnalisés, des étiquettes avec des choix de lecture et même, vous allez le voir, des cafés pour accueillir les lecteurs. Écoutez. On peut s'installer dans la cour, on peut s'installer dans la salle de débat, on peut s'installer pour lire, on peut s'asseoir, on peut boire, on peut discuter. Ce qui va faire la différence, c'est comme un bon boulanger et la baguette que vous avez dans un supermarché. Ce qui fait la différence, c'est que c'est le goût. Et ben nous, notre goût, c'est les étiquettes, c'est les choix et tout, c'est exactement le même principe. Voilà, vous savez où vous rendre pour vos prochaines lectures. Régis Geoffrey, on en vient à La balade de Rikers Island, votre dernier livre paru aux éditions du Seuil. Après avoir proposé votre vision des cas Edward Stern dans Sévère ou Joseph Fritzl dans Claustria, vous vous emparez donc d'une autre affaire. Des faits qui, où que vous soyez, vous rappelleront sans doute quelque chose survenu dans la chambre 2806 du Sofitel de New York en mai 2011, quand un dirigeant d'une grande institution financière internationale est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de ménage. Bon, l'affaire est immédiatement reconnaissable dans le livre, mais vous ne citez aucun des protagonistes à part Nafissatou. Expliquez-nous pourquoi. Oh, c'est pour des raisons esthétiques, parce qu'au niveau légal, que je cite DSK ou pas, ça ne change rien. Non, c'est que pour des raisons esthétiques, le mot avait été trop employé et je ne suis pas arrivé à l'appeler ni DSK, ni Dominique, ni Gaston, puisque c'est son second prénom, donc finalement, je ne l'ai pas appelé. Tout a été dit un peu sur cette affaire. On a presque frôlé l'overdose médiatique. Comment est-ce que c'est devenu un sujet de livre pour vous ? C'est-à-dire, on a tout dit. Moi, le livre, j'ai décidé de l'écrire quand j'ai vu Anne Sinclair sortir du tribunal soutenue par sa belle-fille et le garde du corps. Donc, c'était au début. Et puis, je pense que justement, parce que c'est un événement qui est devenu... finalement, est devenu comme un mythe. C'est un mythe de notre époque. Je pense qu'on oubliera les personnages, mais que ces personnages teintent l'époque. Ce sont des types. C'est-à-dire que maintenant, un Don Juan qu'on va monter ou un Casanova va toujours avoir quelque chose de Dominique Strauss-Kahn. Une femme bafouée aura toujours quelque chose d'Anne Sinclair, parce que c'est un peu la quintessence de la femme bafouée, puisqu'elle a été bafouée urbi et orbi dans le monde entier, de façon mondialisée, d'une façon extrêmement moderne d'une certaine façon, puisqu'elle n'aurait pas pu l'être comme ça il y a 20 ans. Et je pense que Nafissatou Diallo, c'est un personnage absolument emblématique et d'une force extraordinaire, parce qu'elle n'est pas seule dans ce cas, mais elle est emblématique de ces femmes qui viennent du fin fond de la Guinée-Conakry, qui ont été analphabètes, qui sont analphabètes et qui réussissent à s'en sortir, et jusqu'à gagner 3 000 $ par mois à New York. Alors, vous donnez effectivement un point de vue, on va dire, assez féministe, engagé, j'ai presque envie de dire politique, en tout cas sur cette affaire. Je voudrais que vous nous lisiez un extrait du livre, justement pour qu'on se rende compte de tous ces niveaux de lecture. Il s'était trompé d'époque ce matin de mai. 50 ans plus tôt, la direction de l'hôtel aurait peut-être fait taire la coupable d'une menace de mise à pied, d'une prime exceptionnelle, d'un ballotin de chocolat envoyé chercher en hâte dans la réserve. Il s'était trompé de lieu. En Afrique, les femmes de chambre
ne faisait pas tant d'histoire. Vous donnez une dimension raciale à cette affaire, notamment quand vous racontez vos séjours en Afrique, car vous vous êtes rendu en Guinée-Conakry et au Sénégal pour ce livre. Oui, il y a une dimension néocolonialiste, une dimension raciale. Mais ce néocolonialisme est en nous, si vous voulez, parce que cette histoire, par exemple, on nous raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'on nous la raconte en détail, ce qui s'est passé dans la chambre et les éléments matériels qui sont passés dans la chambre. Mais qui remarque qu'il n'y avait pas de préservatif ? Rigoureusement personne. Qui se soucie du fait que Nafissatou Diallo aurait pu être infectée ? Personne. En revanche, on a cette espèce de morgue scandaleuse de se soucier 3 mois après de savoir si Dominique Strauss-Kahn n'a pas été infectée. C'est néocolonialiste, ça veut dire qu'elle n'est pas susceptible d'être infectée. Mais évidemment, elle est infectée. Bien sûr que c'est néocolonialiste, cette histoire, bien sûr. Et puis alors, le roman, à mon sens, prend vraiment son envol quand vous dressez justement ce portrait de ces 2 femmes qui sont chacune à un bout de l'échelle sociale. Vous les voyez finalement toutes les 2 comme des victimes. Elles sont toutes les 2 des victimes. Anne Sinclair est une victime parce qu'elle est ridiculisée, elle est cocue, comme on disait autrefois, mondialement, et elle n'y est pour rien. Elle est moins plainte parce qu'elle est riche. Donc on dit les riches ne souffrent pas, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai. Et Nafissatou Diallo, elle est passée très près d'avoir été bousculée, va-t-on dire, et sans qu'il y ait aucune conséquence. Elle a été même mise en accusation, puisque moi je dis, ce que je peux dire légalement, c'est que je pense que Nafissatou Diallo est innocente. Pourquoi ? Parce que si elle avait menti, si elle avait fait un faux témoignage, c'est un crime d'envoyer quelqu'un pour 70 ans en prison. Donc elle est passée à côté de ça. Elle a été traitée de prostituée. Quand même, le New York Post a traité prostitute. Elle a attaqué, elle a gagné le procès. Mais elle a vraiment été, elle aussi, traînée dans la boue. Alors, je l'ai rappelé, pas la première fois que vous traitez d'un fait divers dans votre travail littéraire. Qu'est-ce que la fiction apporte à cette lecture des faits divers ? Et d'ailleurs, quelle est la part de fiction, quelle est la part de réel dans vos livres ? Si vous voulez, c'est plutôt le réel. Si vous voulez, d'abord, la littérature, même quand elle est imaginaire, ça part toujours du réel. Le fait de s'intéresser au réel, déjà, on est dans la modernité. C'est-à-dire que, par exemple, cette histoire du Sofitel n'aurait pas pu avoir lieu en 90 parce que les networks n'existaient pas de cette façon-là, Internet n'existait pas, le Viagra n'existait pas, parce qu'on ne l'a pas dit, mais sans Viagra, pas d'érection, sans érection, pas de fellation, sans fellation, pas d'arrestation. Il faut quand même le dire, on en a fait une bête sexuelle, tout le monde est bête sexuelle. On félicite simplement le laboratoire, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et donc, et au niveau législation aussi, la législation sur les atteintes sur les femmes sont de plus en plus dures, mais il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup plus lâche. Comme, le respect des femmes, si j'ose dire, je ne sais pas comment dire ça, va croissant. Mais jusqu'à présent, si vous voulez, si ça avait été en 1970, ça n'aurait pas été considéré comme un viol. Bon, on voit en tout cas que vous vous saisissez de votre époque dans vos romans. Est-ce que vous avez déjà envisagé de faire de même avec des faits historiques bien plus anciens, Régis Geoffrey ? Ça serait du Dumas. Moi, j'adore Dumas depuis quelques années. Mais je me dis aussi que Dumas faisait ça sur des faits assez récents. Quand il a écrit sur la Révolution française, par exemple, c'était assez récent. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que contrairement à l'histoire, on peut voir les protagonistes, on peut voir les gens qui étaient... Et on peut aller sur les lieux qui n'ont pas encore trop changé. C'est ça qui m'intéresse. Alors eux, en tout cas, vous allez le voir, revisitent l'histoire avec un grand H en bande dessinée. Ces albums battent des records de vente en librairie. 1 sur 2 s'appuie en effet sur des événements historiques. Rencontre avec certains des auteurs derrière ce phénomène littéraire. Ces 2 auteurs de bande dessinée ont créé depuis 15 ans une épopée. L'un est dessinateur, l'autre scénariste, père tous les 2 d'un héros de la Rome antique, le jeune Lucius Murena. On se base généralement sur une bonne documentation pour les reconstitutions. De même pour les vêtements, etc. On essaie d'avoir un maximum d'infos et de documents. Après, évidemment, il y a des trous où on est obligé de combler. Et là, on fait face à une imagination. On essaye d'être le plus plausible possible. Mais pourquoi un tel engouement aujourd'hui pour l'histoire romaine ? Je crois que les gens ont compris que l'histoire est un miroir. Rome, c'est également les ficelles, les ressorts de notre actualité, de notre époque. On n'a pas inventé à notre époque le clientélisme. Ouais. On n'a pas inventé le népotisme. Il était une fois en France raconte l'occupation, la libération et l'après-guerre à travers un sale personnage, Joseph Janovici.
Joseph Joanovici, orphelin, immigré, ferrailleur, milliardaire, collabo, résistant, criminel pour certains, héros pour d'autres. En fait, cet homme et son destin, c'est tout un pan de l'histoire de France. Contrairement à l'Antiquité, où en bande dessinée il faut tout recréer, le XXe siècle est bien documenté. Pour le dessinateur, l'intérêt est donc ailleurs. Le travail de reconstitution n'est pas très intéressant en soi parce que tout le monde connaît cette époque-là au travers des cinémas, des photographies. Mais c'est très intéressant de se baser dessus pour créer des ambiances et créer des moments et des mises en scène. L'histoire est de plus en plus présente dans la bande dessinée. Aujourd'hui, un album sur 2 concerne, de près ou de loin, un événement historique. Et voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Régis Geoffrey. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, La balade de Rikers Island. C'est paru aux éditions du Seuil. Et puisqu'on parlait d'histoire à l'instant, on termine avec un film qui nous plonge en pleine Seconde Guerre mondiale. La voleuse de livres raconte l'histoire d'une petite fille qui n'a que ses romans pour échapper à la violence et la barbarie. Vive la littérature donc et à très vite. There once was a girl who had a friend that lived in the shadows. She would remind him how the sun felt on his skin and what the air felt like to breathe. And that reminded her that she was still alive. Le débat. Réagissez au thème du jour, enrichissez le débat avant l'émission, posez vos questions en direct. Après l'émission, confrontez vos points de vue sur nos forums et prolongez le débat. France 24, une façon plus directe d'aborder l'actualité. Le débat, à voir sur France 24 et à revoir sur france24.com.